cible, même après avoir été touché par plusieurs balles. Il décrivait des cris inhumains qui semblaient venir de nulle part, des voix qui les harcelaient depuis la jungle épaisse, semant la confusion et la panique, et surtout cette impression constante, terrifiante, d'être observé. Chaque arbre, chaque ombre semblait abriter des yeux invisibles qui les épiaient, attendant le moment parfait pour frapper. La jungle elle-même semblait être l'allié de Béhanzine. Dans les camps coloniaux, la peur commençait à s'installer. Les soldats, loin de chez eux, confrontés à un ennemi qu'ils ne comprenaient mieux pas, se mirent à chuchoter. Un surnom circulait à voix basse, un nom empreint de respect et de crainte, le roi sorcier. Pour eux, Béhanzine n'était plus seulement un roi, il était un maître de force obscure, un homme capable de commander aux esprits et de rendre ses soldats invulnérables. Béhanzine était parfaitement conscient de cette réputation, et il l'utilisait comme sa meilleure arme. Il savait que la guerre ne se gagne pas seulement avec des fusils et des canons. Elle se gagne d'abord dans l'esprit de l'ennemi. Chaque rumeur, chaque histoire étrange, chaque cri dans la nuit était une victoire psychologique. Il ne combattait pas seulement pour son territoire, il combattait pour l'âme de son royaume, et il utilisait la peur comme un bouclier. Quand la guerre éclata pour de bon en 1890, puis de nouveau avec une violence accrue en 1892, sa détermination était totale. Il refusa toute forme de soumission, toute négociation qui signifierait la fin de son indépendance. Face à l'avancée des troupes françaises, mieux équipées, il prit une décision cruciale. Il ordonna que les fétiches royaux, les objets sacrés qui incarnaient la puissance spirituelle du Dahomey, soient déplacés en secret. Pour lui, il était impensable que les esprits protecteurs de son royaume tombent entre les mains de l'ennemi, même lorsque